la vraie vie, les vrais moments se passent pas nécessairement dans la grande vie, ça se passe dans la vie de tous les jours. C'était pour ça que j'avais appelé ça la petite vie, parce que c'est la vraie vie, c'est dans la petite vie, dans les moments de tous les jours, c'est là que la vraie vie se passe. C'est pas dans des moments fabulés ou fabuleux auxquels personne n'a accès. Bonjour à tous. Un mot pour remercier ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, qu'on peut continuer d'aller de l'avant, d'approcher des gens et de se projeter à long terme dans ce projet-là. Si vous voulez nous soutenir justement, vous pouvez vous abonner de façon totalement gratuite au projet, mais vous pouvez aussi vous abonner sur Patreon, également sur YouTube. Il y a 2 options qui s'offrent à vous. Patreon, le lien est dans la description. YouTube, vous allez juste en bas comme ça parce que vous êtes abonné, mais vous avez aussi rejoindre, se joindre. Vous pesez là-dessus et dans les 2 cas, ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance sans publicité ainsi qu'à du contenu exclusif. Sinon, à mardi prochain. Merci. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, pour beaucoup de gens, c'est un scénariste, c'est un auteur, c'est un comédien, c'est un acteur. Mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelqu'un qui a compris le Québec, qui nous a fait rire. Mais des fois, quand on lit, quand on creuse, quand on va dans toutes les couches, c'est pas juste de l'humour qu'on peut retrouver là. Bonjour, Claude Meunier. Bonjour. Est-ce que la présentation c'est pas convient? C'est pas pire? mal. C'est pas pire? C'est pas pire. Non, mais c'est parce que je lisais, je revoyais la petite vie tout récemment. Et je vous disais avant qu'on entre en onde que j'étais tombé sur ce livre-là, Oui. qui est finalement des extraits de certaines scènes de la petite vie, commentés, choisis. Et j'avais l'impression que le monde n'avait pas tant changé, finalement. Je sais pas, il y a des... je pense pas que ça... C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui ont changé, j'ai l'impression. Mais la manière de vivre, c'est peut-être plus exacerbé. C'est peut-être rendu plus loin dans le matérialisme. C'est peut-être rendu plus loin à certains égards dans la difficulté. Il y a une certaine difficulté. La classe moyenne est en train de... en arrache plus que dans le temps, je pense. Oui, je pense qu'il y a... Il n'y a pas tant de changements que ça. Il n'y a pas eu tant de changements que ça, je pense que... Parce que tout le monde est obsédé par Donald Trump, par les États-Unis. Je regarde même des séries qui se font aujourd'hui. Il y a un clin d'œil à ce qui se passe aux États-Unis. Les bye-bye tournent beaucoup autour de Trump. Ouais. Puis épisode 1, saison 1 de La Petite Vie, c'est le voyage à Plattsburgh. Timé et Maman sont à Plattsburgh et là reçoivent ou font un appel à Montréal. Puis... un moment, dit quoi de neuf au Québec? Trudeau est-tu toujours premier ministre? Ben oui, mais je ne le sais pas, moi. On n'est pas au courant ici. Tu sais, comme si, dans le fond, il n'y avait que les États-Unis dans le portrait. Papa qui fouille dans les poubelles des Américains puis dit on n'a rien à envier parce que ça pue. Tu sais, ça n'a pas changé, là. Ça n'a pas vraiment changé. Il faut dire qu'à l'époque, c'est papa et maman qui sont un petit peu... qui font un peu d'angoisse. Timé est un angoissé perpétuel. Évidemment, ça n'a pas beaucoup changé, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on a une confrontation avec les Américains. C'est un petit peu différent. Mais il y a toujours eu un gros clash, sans qu'on le sache peut-être. On pensait qu'on était bien proche des Américains, mais je pense qu'on n'est pas proche du tout, du tout. Eux autres, qui ont... moi, j'ai eu une maison aux États-Unis déjà. J'ai eu une maison dans le Maine pendant 15 ans, où je me réfugiais l'été, puis où j'allais écrire, puis où je passais beaucoup de temps. J'aimais beaucoup le Maine. Parce que je peux pas avoir de maison de Nouveau-Brunswick. Non, mais la vraie raison, c'est pas ça. Et j'ai beaucoup connu les Américains. Les Américains sont très différents de nous. Plus j'étais là, plus je me trouvais différent des Américains. Les Américains, ils ont un sens du drapeau, ils ont un sens... Ils ont l'impression, vraiment, littéralement, qu'ils sont les maîtres du monde. Ça, je peux le dire. Et ils nous disaient, vous savez, on s'occupe de vous défendre, on s'occupe de vous, finalement. On vous fait vivre. Ils ont toujours pensé ça, je pense. Pas d'une façon malicieuse, mais sont élevés comme ça à penser qu'ils sont les plus grands, puis que le Canada est un peu un cousin, un peu colon au nord. D'ailleurs, dans les talk-shows américains, même dans les séries américaines, j'ai vu une série dernièrement qui parle en tout cas de la juiverie, puis où ils riaient du Canada, où les Canadiens, on est pour eux autres un peu risibles. On est un petit peu des newfies des Américains, si on veut. Bon, on est les...
Ouais. En fait, on est comme nos Newfies. Nous, on a les Newfies de Terre-Neuve. Eux autres, c'est nous autres. On est les Belges des Américains. Puis, mais tout ça pour dire qu'on parlait du monde. Si le monde a beaucoup changé, je prendrais plutôt l'exemple de la pièce Les Voisins. Quand on remonte la pièce Les Voisins, qui est un peu, on peut faire un parallèle un peu avec La Petite Vie. C'est à un autre niveau, évidemment. C'est moins caricatural, Les Voisins. Mais le monde n'a pas tellement changé. Ça résonne encore de la même manière. On est encore dans le même genre de société. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui n'étaient peut-être pas là à l'époque, comme tout l'affrontement avec les immigrants, avec les différences avec les religions, l'affrontement des religions, l'affrontement c'est ça, tout ce problème-là de migratoire qu'on vit au Québec. Oui, on ne le vivait pas à l'époque. On le vit partout. Puis c'est un problème planétaire. Les gens se déplacent sur la planète, sont en train de crever, puis les guerres, puis tout ça. Mais ça, on n'avait pas ça à l'époque. Puis on est donc, il y a les États-Unis, c'est la grandeur. Je pense que votre œuvre, puis on va y revenir, c'est peut-être l'œuvre de la petitesse. Et je fais pas simplement un lien avec la petite vie. Mais ça dit, c'est la petite vie. Non, mais c'est pas juste la petite vie, c'est même les voisins. Mais on va en parler tantôt parce que je veux qu'on fasse les choses dans l'ordre. Il y a la France aussi dans la petite vie. Je lisais, il y avait un voyage de Timmy Moment en France. Puis là, bizarrement, là, on comprend pas c'est quoi la France. Pourtant, on a tous un petit côté français. On se trompe, c'est quoi? C'est la cour des indésirables, c'est la cour des... c'est pas les Invalides, on sait pas c'est quoi, c'est où les Champs-Élysées. Notre rapport à la France, par contre, là, il est complètement éteint. Aujourd'hui, puis il l'était dans le texte même. Là. Mais la France, c'est très loin de nous autres. Curieusement, les Français, nous autres, on est allés en France, on a fait des ding et dong, on est allés jouer en France. On avait été invités dans une émission française, Le Grand Échiquier, où on a fait un numéro, une parodie d'une émission française qui était... comment ça s'appelait? Nous autres, on a Avis de recherche. Et on a fait une parodie de ça, puis ça a été un flop monumental. Ils ne comprenaient rien. Ils ne comprenaient pas notre langue vraiment. Les Français sont très loin de nous. On a la même... on est vraiment des Nord-Américains d'expression française, je pense. On n'est pas du tout des Français. On a complètement une autre mentalité. Il y a plus de différences, je pense, entre nous et les Français qu'il y en a entre nous et les Américains, ça, malgré tout. On est très loin d'eux, finalement. Ils nous aiment bien, ils aiment notre accent, ils nous trouvent exotiques. Je pense qu'ils aiment beaucoup de choses, mais en tout cas... Mon langage, la petite vie ou ce que j'ai fait, ça résonne vraiment pas en France. C'est comme, ils comprennent... Il y a peu d'artistes québécois Ils n'entendent pas vraiment cette langue-là parce que la petite vie est très collée sur le québécois, sur le Québec. Puis c'est sûr que la petite vie, il faut avoir un a priori. Il faut savoir que Moment a été joué par un homme, par Serge Thériault, parce que c'était des choix, les Québécois le savent tous d'emblée. Mais curieusement, la petite vie a été jouée en Suisse. Puis ça a très bien été, ça a été relativement bien été. Ça n'a pas été un succès comme au Québec, mais ça a été bien accepté. Les gens ont ri beaucoup. Ils ont pris les textes, ils les ont adaptés. Mais en France, il n'y avait pas d'intérêt parce que ça correspond à pas grand-chose. Ça correspond pas, c'est-à-dire aux Français, ce que la petite vie puis les voisins, c'est bon. Ça les Français... Les Français sont dans le calembour. C'est ça. Nous autres, on est plus dans l'absurde. Notre humour est plus près des Anglo-Saxons, les Québécois, que des Français. Je pense, en tout cas. Vraiment. Puis les Français, ils ont une mentalité très impériale. Donc, c'est-à-dire que quand ils voient quelque chose qu'ils ne comprennent pas d'un coup et qu'ils ne peuvent pas s'approprier et modifier. Ouais. Mais peut-être que ça a changé. Mais tu sais, quand on y pense, l'accent du sud de la France, c'est un accent parfois aussi difficile que l'accent québécois. Oui, mais eux l'entendent plus souvent, donc ils ont l'oreille faite à cet accent-là, comme nous, on a l'oreille ouverte à l'accent gaspésien ou Nouveau-Brunswick ou whatever. Là, mais on est loin des Français, je pense. On est très loin d'eux autres, je pense. Tant qu'à rire, aussi bien avoir du fun. Ça, j'ai lu ça. Puis je me suis dit, c'est drôle parce que normalement, on devrait dire tant qu'à vivre, on devrait bien avoir du fun. Sauf que le rapport à l'humour au Québec, je pense qu'il est presque inédit à l'échelle de la planète. Je sais que vous avez déjà dit qu'au Mexique, vous aviez entendu dire qu'il y avait, qu'il y avait bien des humoristes presque autant au prorata qu'au Québec. Donc, on serait peut-être pas finalement unique. Mais ici, il y a quelque chose avec l'humour. Les animateurs de radio sont des humoristes. Je serais pas sûr. Guy Nantel avait essayé de faire de la politique, il était passé proche. Les humoristes sont partout. Ouais. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose que l'humour soit le rythme et la pulsion de presque tout? Je ne sais pas si c'est la pulsion de presque tout. Il y a beaucoup de chanteurs. Actuellement, il y a une période d'émergence dans la chanson, je trouve. Pardon.
Mais l'humour, ça, ce phénomène-là, je pense que c'est venu avec le phénomène il y a eu une grande période où il y avait presque plus d'humoristes au Québec. Dans le temps d'Yvon Deschamps, Jean Lapointe, à cette période-là, à leur apogée, les humoristes, il n'y en avait plus tant. Il y avait 3, 4 grands humoristes. Il y avait Clémence aussi, il y avait Jean-Claude Barrette, Jean-Guy Moreau, mais tu sais, il était 7, 5, 6 peut-être. Parce que quand on a commencé les lundis des A, nous autres, à l'époque, ça fait quand même un bout. Il n'y avait pas beaucoup de jeunes humoristes. Puis tout à coup, ça a créé un boom majeur dans la culture parce que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'humoristes. Puis en même temps, on peut remarquer qu'il y a eu comme un déclin de la chanson québécoise qui correspondait un peu à la fin un peu du rêve souverain, là, puis toute la souveraineté, la politique. Puis il y a eu comme une espèce de baisse dans la chanson, puis il y a eu une explosion dans l'humour. Puis là, tout le monde voulait être joueur de hockey ou humoriste. Puis je pense qu'il s'est créé, il y a eu Juste pour rire, il y a eu l'école Juste pour rire. C'est devenu un rêve de faire un humoriste. Et là, il y a énormément d'humoristes. Est-ce qu'il y en a trop? Je pense pas. Si les gens veulent aller les voir, il n'y en a pas trop. Tu sais, Non, mais c'est pas ma question. Moi, de toute façon, cette question-là est un peu redondante. Tout le monde la pose tout le temps. Ouais. Non, c'est pas ce qu'il y a trop d'humoristes, c'est est-ce que l'humour est partout et peut-être trop présent dans la mesure où, tu sais, on pourrait pas imaginer, par exemple, dans n'importe quel pays, que 3 émissions sur 4 quasiment au retour de la maison, ce soit des humoristes qui fassent ça. Tu sais, les humoristes sont à la radio, sont à la télé, Ouais. ils écrivent. Il y a une chroniqueuse dans Le Devoir, Léa Strelinski, c'est une humoriste. Non, mais il y a un truc comme une invasion de l'humour. Ouais. Mais je parle pas du nombre d'humoristes. Non, c'est une bonne question. J'ai de la misère à répondre à ça, en fait. J'ai jamais vraiment pensé, mais je me dis toujours. En fait, ce que moi je sais de l'intérieur, c'est c'est pas tous les humoristes qui réussissent à bien vivre. Oh non, Parce que c'est difficile aujourd'hui d'être un humoriste, il y en a trop. On peut répondre à ça dans le sens que les humoristes sont pas capables d'avoir des salles, tellement il y en a. Et souvent, faut qu'ils performent très rapidement au début de leur carrière. Ils se montent un numéro de 20 minutes, ils jouent vite à la télé, oups, ils sont célèbres. Là, il faut qu'ils fassent un show. Puis c'est pas toujours facile. Puis c'est pas tout le monde qui gagne bien sa vie là-dedans. Effectivement, il y en a partout. Mais qu'est-ce que ça dit sur la société québécoise, ça? Ben, ça répond surtout, je pense que ça dit surtout qu'il y a eu une explosion dans cette branche-là. Là, il y a une émergence, comme je te dis, mais il n'y aura pas de chanteurs qui vont faire des émissions de retour à la maison. Parce que les humoristes, c'est une manière de... C'est des animateurs en soi, mais... ce que ça dit, moi, j'ai pas cette sensation-là qu'il y en a tant partout. Moi, j'écoute plein d'affaires, puis j'en vois pas tant partout, là. OK. Mais il y en a dans des émissions. Mais comme c'est quoi, mettons, on prend ces émissions, on prend les postes de radio là, populaires où il y a des animateurs. Il y en a toujours eu. Il y avait Brad Wade qui était là avec... Oui, mais je fais pas, je parle même pas en train de sous-entendre que RBO, c'est ça nouveau. fait longtemps qu'il Oui, y en a, c'est quand ça. même. Et ça fait longtemps que ce phénomène-là, je trouve, peut-être... C'est peut-être la même chose en France, je sais pas, ou aux États-Unis. Je sais pas quoi te dire à ça. Je suis un petit peu hors réponse. Ben, ça se peut, ça. Dans quelques jours, ça va être le 30e anniversaire du référendum de 1995. On est le 8 octobre aujourd'hui. Et en 95, la petite vie, ça jouait. Tu sais. Ouais. Je me suis demandé ça l'autre jour. Comment on a fait pour rassembler les Québécois au moment où ils étaient le plus divisés? C'est une bonne. Sais-tu, il y a quelque chose de bien drôle à dire là-dessus parce que d'ailleurs, Papa-Maman avait fait une émission sur l'élection. Hein. Il y avait le parti, il y avait un parti dont le slogan c'était Demain, c'est l'avenir, puis l'autre parti c'était L'avenir, c'est demain. Puis c'était un peu ça qui se passait à l'époque. Mais je peux te dire quelque chose qui est drôle parce que quand est arrivé le référendum, moi j'ai eu un appel de quelqu'un de très haut placé au Parti québécois qui m'avait dit est-ce qu'on peut dire que papa et maman sont souverainistes pour la campagne? J'avais dit, on pourrait dire que papa est souverainiste, que maman est souverainiste et que papa ne l'est pas. Parce que le public qu'on a, c'est 50-50. Alors moi, je n'étais pas pour aller commencer à... Moi, j'étais plutôt souverainiste, personnellement. Mais il n'était pas question que je prenne une émission et que j'en fasse un pamphlet électoral. Parce que je n'étais pas là. Je n'étais pas là dans ma pensée. Je trouvais que j'avais pas d'affaire à me servir de tout ça. Mais je disais, moi, déjà à l'époque, que moi, j'étais souverainiste à ce moment-là. Mais j'aurais pas pris l'émission pour faire un pamphlet. Parce que il y avait des choses que j'avais pas aimées dans
du côté du oui, en tout cas. Mais j'étais pour le oui, mais il y avait des choses que je n'étais pas prêt à apprendre. Mais de toute façon, même si c'était un sans faute, dans ton esprit, l'émission te dépassait aussi. Elle appartenait presque à tous les Québécois. L'émission appartenait autant aux gens du oui qu'aux gens du non. Écoute, on avait 4 millions à un moment donné de codes d'écoute. C'est un record, ça. Oui, ça a été un record à l'époque. Ça sera jamais. Ben, plus maintenant, parce que maintenant, les gens n'écoutent plus la télé comme avant. Les gens ne sont pas là. Ils sont pas 4 millions devant leur écran. Ils n'écoutent pas la télé tout en même temps. Il y en a qui n'écoutent même pas la télé. Ils sont sur le web. C'est difficile à... Il y a le bye-bye, je pense, qui fait des cotes semblables. Une fois par année. Une fois par année. Et c'est pas toujours le même soir. Des fois, c'est des scores additionnés. Tu sais. Mais revenons au référendum, parce que tout le Québec est divisé. Par contre, une émission est capable de rassembler tout le monde. Comment on réussit à faire ça? C'est quoi la recette? Il n'y avait pas de recette. Vraiment pas. Parce que ça, c'est assez fabuleux, ce succès-là. Puis je ne peux pas l'expliquer. Sinon, je l'aurais fait avant. Puis je l'aurais fait après. S'il y avait une recette, j'aurais continué à la faire. Mais je pense que c'est parce que, curieusement, la petite vie, ça va au-delà de la politique. La petite vie, c'est comme les relations les plus importantes dans une société. C'est les liens, c'est les liens familiaux. C'est les liens entre les individus. C'est la famille, c'est la première cellule, c'est la cellule de base d'une société. Puis tout le monde se reconnaissait dans la petite vie. Moi, il y a plein de gens qui me disaient « Ah, mon beau-frère, c'est Rénal. Moi, c'est Régent. Ah, mon père, lui, c'est Paul Évidence, chez les Lumières allumées. » Tout le monde se reconnaissait dans la petite vie. Et dans la petite vie, il y avait un étrange optimisme, comme j'ai déjà dit. Tout le monde s'aime, s'haït, se déchire, mais finalement, tout le monde s'aime. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. La famille, est-ce que ça a changé? Ça ne changera peut-être jamais. C'est au-delà de la politique. C'est, comment dire, tout part de là. La famille, aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé? Fondamentalement, le nid familial, je ne pense pas que ça a beaucoup changé. Les gens font d'autres choses. Les gens ont des rapports différents. Même, la famille dure plus longtemps. Les gens reviennent à la maison. Les gens ne sont pas capables de partir en appartement. Les gens ne partent plus de la maison. J'ai fait une chanson là-dessus qui s'appelle « Il est temps, Gaétan » sur un gars qui a 52 ans qui revient à la maison. Mais les gens ne partent plus. Les gens reviennent. Puis ça reste toujours... La famille, ça reste toujours. Tu es toujours le fils de ta mère puis de ton père. Puis tu as toujours un frère puis une sœur que tu aimes ou tu les aimes pas. Puis c'est ta sécurité en même temps, même si tu ne sais pas. Puis les gens, je trouve toujours des excuses pour pas baiser aussi. C'est ça. Il y a ça dans la petite vie. Là. Un moment, ça y tente, elle sort la pancarte. Papa, il est timide, il dit écoute, je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Tu sais, ça, c'est très présent aussi. Oui, et puis dans une famille, il y a toutes les choses qui peuvent arriver, mais tout est pardonné tout le temps parce que c'est la famille. Tu peux pas ne pas pardonner. Quand ça pardonne pas dans une famille, c'est tragique parce que ça fait des fissures qui durent éternellement et les gens s'en remettent pas vraiment et les gens regrettent ça. Dans une famille, quand, mettons, 2 personnes sont en chicane perpétuelle, c'est triste et ça déchire profondément. Mais c'est ça, la petite vie, c'est ça qui n'a pas changé. Mais moi, j'ai une explication. Peut-être que tu parles au succès de la petite vie? Oui, peut-être que le succès en général, on a commencé tantôt en parlant du petit. Puis, ce serait court de dire, le petit, c'est dans la petite vie, c'est ailleurs, c'est dans les voisins aussi. C'est des voisins qui se réunissent, c'est des voisins du monde de la même rue, là, qui se retrouvent dans une maison pour se montrer des diapositives. Puis là, il arrive quelque chose. Brou, Jean Duceppe avait dit, c'est la revanche du petit homme et de la taverne. Ouais. C'est le royaume du petit homme ordinaire. Est-ce que c'est pas ça la recette d'un succès en création, c'est de se rapprocher le plus de l'essentiel? Je pense que oui. Tu as bien raison là-dessus, je pense. Tu me le fais réaliser. Puis si on prend les pièces de Michel Tremblay, c'est ça. C'est beaucoup ça. C'est de la corde à linge. C'est Le Vrai Monde. C'est un des titres une de ses pièces, d'ailleurs, Le Vrai Monde. Quand je disais tantôt la petite vie, c'est que je pense que la vraie vie est dans la petite vie de tous les jours. Tu sais, souvent dans les pièces de théâtre ou les films, il y a des moments privilégiés. Mettons, un couple se rencontre avec un verre de vin. Là, j'exagère, mais un couple au bord de la mer avec un verre de vin, ça, c'est la vraie grande vie. Mais l'amour, le vrai amour, la vraie chicane, la vraie vie se révèle dans le quotidien. Ça se peut que tu aies un moment d'intense bonheur sur le bord du frigidaire avec ta nouvelle blonde en train d'éplucher une patate. C'est pas ça que je veux dire, mais
la vraie vie, les vrais moments se passent pas nécessairement dans la grande vie, ça se passe dans la vie de tous les jours. C'était pour ça que j'avais appelé ça la petite vie, parce que c'est la vraie vie, c'est dans la petite vie, dans les moments de tous les jours, c'est là que la vraie vie se passe. C'est pas dans des moments fabulés ou fabuleux auxquels personne n'a accès. Comment on fait pour capter ça? C'est une bonne question. La petite vie, c'est une bulle où ça vivait de. Tu sais, la petite vie, c'est comme, moi je disais, j'ai déjà dit, c'est comme aller dans, mettons, personnellement, c'était comme, puis je pense que c'est comme ça pour bien des auteurs, c'est comme aller, mettons, dans le monde d'Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire, quand les personnages sont créés, sont établis, que dans ta tête, tu as passé beaucoup de temps à penser au rapport entre eux, ben dans ta tête, ils existent. Là. Puis moi, j'y voyais, j'y sentais, ben j'y voyais, oui. Je vivais avec eux un peu, fait que je les entendais un peu, pas fou, là, je faisais pas des hallucinations, mais je les entendais parler, je vivais avec eux, tu sais, puis je les laissais parler. On les laisse Il faut parler. écouter aussi beaucoup. Quand on va souper avec sa blonde au restaurant, il faut regarder. Oui, mais eux autres, ils ont une vie. Moi, je sais tout d'eux. Je sais que Thérèse, elle a travaillé comme infirmière dans un hôpital psychiatrique, puis finalement, elle est tombée ses pilules elle-même. Je sais qu'elle aime le bowling. Il y a des affaires que personne ne sait, que moi, je le sais. Je les connais par cœur, mes personnages. Mais le petit, restons sur le petit. Je suis content de vous avoir appris quelque chose. J'en apprends tout le temps. Ça vaut la peine d'être venu. Je pense que les Québécois sont tombés en amour avec cette œuvre-là. Puis encore une fois, je ne parle pas juste de la petite vie. Parce que non seulement ils se reconnaissaient dans quelque chose qui ressemble à tout le monde. Quand on s'approche de la façon la plus microscopique de quelque chose, on se reconnaît tous. Mais ils se reconnaissaient, eux, particulièrement, les Québécois. Je pense qu'il y a quelque chose, on dit le Québec, c'est une petite nation. Tantôt, on disait, le Québec, c'est pas la France, c'est pas non plus les États-Unis, parce qu'eux autres, ils ont le drapeau, c'est la grandeur. Puis petit, il y a quelque chose d'absolument précieux là-dedans. Pour moi, c'est pas du tout méprisant. Non, je comprends. Non, je suis d'accord. Mais aussi, on est une société, on n'est pas très... On se ressemble beaucoup, les Québécois. On est très mono. On était qu'on a la même religion, monothéiste. Monothéiste. On est monothéiste. On a beaucoup la même culture. Tu sais, quand on aime, on est un gros morceau. Quand on aime les Cowboys fringants, on est tous tristes du départ de Carl. On est tous pour le Canadien de Montréal. On aime la petite vie, on l'aime en gang. On est un gros groupe, un petit gros groupe, en tout cas. Et on a cette espèce de côté-là qu'on aime tous les mêmes choses en quelque part. Tu sais. On n'est pas divisé on n'est pas comme aux États-Unis. Il y a les gens du Sud, il y a des gens du Nord, il y a différentes cultures. C'est fermé. Il y a beaucoup de micro-cultures aux États-Unis, ce qu'on a moins ici. Tu sais. Alors, ça explique un peu notre unité. Et puis aussi, on est les Gaulois d'Amérique. Tu sais, on est vraiment le peuple. Mais il y a quelque chose d'aventurier en nous, mais par contre, ça s'est vraiment posé. On est très fort. On a une très forte identité, les Québécois. Je pense que la télévision francophone, la télévision québécoise, la musique québécoise, la culture québécoise est très, très forte. C'est notre survie. Il y a des émissions fabuleuses au Québec, des émissions de télé là, qui commencent à se promener un peu partout. Moi, je pense juste à Empathie, la dernière série, qui est juste fabuleuse. Il y a plein de séries, les séries de Martin Matt qui sont assez fabuleuses. Des séries dramatiques, des séries drôles. Puis notre musique est très forte, tu sais, per capita, là. On est un peuple très, très, très vivant, très en fusion, tu sais. On est très, pas fusion, mais bouillonnement, excuse-moi. Ouais. J'ai toujours plu énormément aux belles femmes jusqu'au jour où j'ai rencontré ma femme Jacqueline. Oui, ça, c'est du bien. Ça, c'est excellent, ça aussi, parce que c'est le gars qui dit, moi, j'aurais pu pogner, j'aurais pu vivre à l'américaine, finalement, ou à l'aventure, mais j'ai choisi ma femme Jacqueline. Il y a quelque chose de très québécois là-dedans. Il y a quelque chose de foyer. De petit pain. Oui. Tu es né pour un petit pain. Ouais, puis ça, écoute, ça, c'est le personnage de Timé. Moi, le personnage de Timé, qui était inspiré de mon père, je l'ai déjà dit. C'est un personnage qui avait des règles comme ça, qui ne demandait pas la fin du monde, qui en demandait pas trop, mais en même temps, qui était capable de se satisfaire de ce qu'il y a. Ça a été longtemps la mentalité du Québécois moyen, je pense. Yvon Deschamps, c'est ça qui a exploité, tu sais. Il y avait ce côté-là en nous, tu sais. Faut pas en demander trop, tu sais. Mais ça a peut-être changé un peu, ça, avec les années, parce que la classe moyenne a changé au Québec. Mais là, on a une période difficile pour la classe moyenne. Mais,
Le père québécois, c'est celui qui se fait quand même un petit peu marcher ses pieds, mais il y a un petit territoire, il ne faut pas que tu rentres là. Estimé, c'est fouillez pas dans mes poubelles, j'ai ma machine, j'ai ma télécommande, je jouais pas avec ça, là, mais en même temps, il se fait quand même runner par sa fille. Parce que c'est ça, heureusement qu'il se fait runner, parce que c'est ça qui fait qu'il est un bon gars. Autrement, là, il est insupportable, ce personnage-là. Il est tellement angoissé. Tu sais, Timé, c'est comme un feu. Il bout en dedans, il est angoissé, il a plein d'angoisse, puis son angoisse se transmet à tout le monde autour. Puis il est dur à vivre, c'est quelqu'un de dur à vivre. Son angoisse se transmet partout autour. Mais ses failles, si on veut, ses petites failles, puis son fléchissement pour sa famille fait qu'il est sympathique quand même. Je veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. On parle du petit, puis... Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui pensent que petit, ils n'ont toujours pas compris à quel point c'est grand. Il y a beaucoup de travail derrière ton œuvre. Guylaine Tremblay avait dit à un moment donné j'ai jamais vu quelqu'un travailler de même. Puis pourtant, toi, dans une entrevue, tu avais dit j'ai toujours l'impression de ne pas en avoir fait assez. C'est quoi ta relation avec le travail? C'est-tu une relation où tu t'en veux tout le temps de ne pas être allé assez loin? Pourtant, il y a tellement de réalisations à ton actif. Non, moi, je suis content de ce que j'ai fait, sincèrement. J'ai fait des bien bonnes affaires. J'ai fait des affaires moins réussies, c'est sûr, parce que j'ai essayé toutes sortes d'affaires. Puis c'est normal d'avoir des affaires qui ont moins bien marché, mais je suis très fier. Mes affaires principales ont bien marché. Ma relation avec le travail, moi, j'ai développé une méthode de travail qui est somme toute très agréable pour moi, en tout cas qui fonctionne bien pour moi. C'est quoi? C'est que moi, je travaille beaucoup, mais je travaille pas tout le temps. Par exemple, dans une journée, je vais travailler à peu près 7 heures, 6 heures. Mais des fois 3 heures. J'avais une technique de travail qui était que écrire, c'est réécrire. Alors, moi, j'écrivais une couple d'heures par jour. Je faisais, je sais pas, mettons 10-12 pages d'écriture par jour, de dialogue. Commence tôt le matin? Ouais, moi, je commençais toujours vers 9h, 8h30, 9h, puis je travaillais jusqu'à midi et demi. Puis là, j'allais jouer au tennis, j'allais travailler dans le bois. Moi, j'ai beaucoup écrit à la campagne. Fin de journée, je me relis pendant 1 heure ou 2, puis là, je biffe tout ce que j'aime pas. Puis là, je corrige, ou je corrige pas. Le même matin, je commence soit en faisant mes corrections qui se font très rapidement. J'écris encore jusqu'à midi, 1 heure. Mettons, en gros, c'était ça pendant des années, ma façon de travailler. Fait que j'avais beaucoup de temps à moi, mais je réécrivais tout le temps. L'écriture, c'est de la réécriture, puis c'est de ne pas avoir peur de tout scraper. La petite vie, on a beaucoup travaillé autour de la table. On lisait les textes. Une fois, je faisais une autre écriture. On relisait, on biffait. En répétition, on recoupait. Donc, un texte, avant d'être tourné, il était refait peut-être 5-6 fois, tu sais. C'est beaucoup de la réécriture, c'est ça, c'est de la réécriture, beaucoup de temps passé. Puis moi, j'aime ça écrire parce que je suis comme dans une... Comme je te dis, c'est comme rentrer dans un monde. C'est une bulle, c'est des bulles, tu sais. Fait que écrire une série comme La Petite Vie, ce qui est bien, c'est que je suis bien dans ma bulle, puis tout est là. Tu sais, c'est comme, j'ai juste à rentrer, puis je prends un personnage, puis j'ai fait... c'est pas si simple que ça, mais c'est un peu ça. Tu sais, c'est un peu... tandis que quand tu recommences une nouvelle série, ça, c'est tough. Parce que là, il faut que tu inventes le monde, il faut que tu inventes les personnages. La Bible. Oui. Puis c'est long faire ça. C'est long inventer un monde. Puis La Petite Vie, à un moment donné, je me suis rendu compte que je pensais plus à La Petite Vie. C'est pour ça que j'ai arrêté. À un moment donné, je disais, j'y pense plus. Où est-ce qu'ils sont? J'étais l'été en vacances, puis d'habitude, même en vacances, j'y pensais. Puis là, les vacances, c'était fini. Je devais commencer à travailler, puis je faisais d'autres choses. Puis là, je me disais, ils sont plus là. Ils sont partis. Ils m'ont quitté. Ils t'habitaient plus. Il fallait que tu ailles les retrouver. Il était parti. J'avais tout fait ce que j'avais à faire. Puis je suis revenu plus tard, il y a 2 ans, pour faire... Mais là, il était revenu plus vieux, fait que ça marchait. Il était revenu plus âgé. Ça a marché pour 6 épisodes. Mais là, c'est fini. Toi, tu as dû faire de l'argent, toi, dans la vie. Tu as dû en faire parce que ça a marché beaucoup. Tes projets Brou, c'est la pièce qui a été le plus présentée. Tu as dû faire des droits d'auteur là-dessus. Oui, j'ai bien gagné ma vie. J'ai gagné ma vie comme pas comme un grand joueur de hockey pour gagner sa vie, mais comme un bon avocat. Donc, comment on fait pour garder le contact avec ce qui est petit?
quand on vient peut-être d'un milieu modeste, un milieu qui est le nôtre, mais par contre, on s'embourgeoise par la force des choses, on s'achète une grosse maison, on a une belle montre. Est-ce qu'on Ouais, perd j'ai le... une super belle montre, j'adore les montres. Ça, d'ailleurs, j'avais vu Renaud, le chanteur, puis il y avait cette montre-là, ou à peu près. C'est une quoi? C'est une Cartier. OK. Ça, une c'est bonne l'achat de ma vie. J'adore les montres, mais j'adore cette montre. Très Puis belle. j'avais vu le chanteur Renaud dans un souper qui avait ce montre-là, puis j'avais dit, c'est quoi ta montre? Il a dit, mais c'est une Cartier. Ta 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 ta. Puis là, Tam, tam, tadadam. là j'ai attendu, puis à un moment donné, je pense que c'est mes 40 ans, je me suis acheté une Cartier, j'ai dit, je me paye une montre Cartier. Oui, j'ai eu la vie relativement aisée, puis ça a bien été mes affaires parce que comme quand j'ai eu un gros contrat à l'époque avec Pepsi, je faisais des annonces de Pepsi il y a très On s'en longtemps. rappelle? Oui. Puis ça m'a permis d'écrire La Petite Vie parce que moi, je me faisais pas payer pour écrire. Je voulais pas me faire payer. Au début, c'est-à-dire je me faisais payer après, mais je voulais pas avoir d'avance. OK. Parce que je me disais, je veux rester. L'idée, c'était de rester comme libre de choisir. Mais de toute façon, personne ne voulait de La Petite Vie au début. Les diffuseurs, c'était pas clair. Un ovni, là. Essaye de vendre La Petite Vie quand tu dis c'est un gars qui aime ses vidanges, puis sa femme, c'est un homme, puis Puis il dorme debout. ils dorment debout. Il y avait eu des sketchs de La Petite Vie au lundi des AA, mais c'était pas clair de faire un sitcom avec ça. Anyway, tout cet argent-là m'a permis toujours de faire ce que je voulais, en gros. T'sais. Puis la création, bien sûr, que tu sois plus riche ou moins riche, pourquoi Paul McCartney fait encore des shows? Pas pour gagner sa vie. Pourquoi il fait encore des albums? Peut-être que le monde écoute moins qu'avant, mais parce que c'est une pulsion. Pourquoi moi je fais encore des shows puis que je me promène? C'est pas vraiment pour gagner ma vie, c'est payer mon gaz, peut-être même pas. Puis c'est parce que j'aime ça. Paul McCartney pourrait pas peut-être écrire les mêmes tunes qu'il a écrites dans les années Non. 60. Non, Au puis niveau ça- de la création, peut-être pas au niveau de la performance, mais au niveau de la création. Oui, c'est bizarre, ça. D'ailleurs, quels sont les chanteurs qui réussissent à se réinventer? C'est parce qu'il y a des périodes où on crée des... Ça, c'est une super question à laquelle je cherche toujours la réponse. Pourquoi les créateurs, on n'est pas capable de refaire ce qu'on a fait à notre pic? Parce qu'on a des pics dans une vie. Pourquoi? Mais c'est peut-être parce que notre vision et aussi notre son, c'est drôle ce que je veux dire là, mais notre son, notre pulsion, elle sort à un moment donné, puis les gens s'y habituent. Puis aussi, il y a des circonstances. Les Beatles, ça correspondait à une époque où c'était un gros paradigme, ça a changé toute la musique. Tu sais, les Beatles, j'ai vu une émission d'un blogueur français, je ne me souviens pas de son nom, il est excellent, qui a fait un podcast sur les Beatles, puis il disait, les Beatles, c'est pas juste la musique, c'est la musique. Mais les Beatles amenaient une nouvelle image des hommes. Puis ça, j'ai trouvé ça très juste, parce que c'était plus Elvis le macho. C'était des hommes doux. C'était des hommes qui aimaient les filles, qui leur chantaient des chansons d'amour, mais c'était pas des hommes conquérants comme les machos traditionnels, rockers, ou à la Elvis, qui est un modèle de macho qui domine les femmes. Puis mais les Beatles, c'était des gars cool. C'était des gars qui amenaient le flower power, c'était complètement une nouvelle génération de gars avec des cheveux longs, pas efféminés, mais avec une autre apparence qui coupait avec le modèle militaire, puis tout ça. Puis c'était une révolution à ce niveau-là. Fait que les grands moments de création, souvent, on ne comprend pas tout ce qu'il y a derrière, je pense. Puis c'est difficile de faire 2 fois la révolution. Exactement. Puis monter l'Everest 4 fois, c'est tough, en maudit, tu comprends? Puis ça tente moins de le faire la 4e Ça tente fois. moins de le faire, puis... Effectivement. Puis on fait des bons bouts. McCartney a fait des... Mettons, là, je parle de McCartney, mais mettons, Michel Tremblay a eu des bons moments après. Moi, je pense que j'en ai eu une couple de bons. Puis, mais c'est pas pareil comme au début. Puis notre voix a été entendue. Puis, je sais pas, t'as raison, c'est tout ça. Non, mais c'est pas. Mais tu sais, après, Mais c'est difficile à expliquer. Je pense qu'un Michel Tremblay qui a raconté l'histoire de son quartier populaire et le quartier en plus a changé, je pense que la question pour lui peut être presque une obsession, à savoir est-ce que je peux, moi, maintenant que je suis rendu relativement riche, puis pour moi, c'est pas du tout un crime d'être riche, tant mieux. Non. C'est juste que, pour vrai, ça m'intéresse de savoir comment ça affecte la création. Est-ce qu'on regarde le monde de la même façon? Est-ce qu'on s'intéresse aux gens? Est-ce qu'on traîne avec du monde ordinaire quand on est rendu à ce niveau-là? Oui. Absolument. Moi, j'ai du monde ami dans... Moi, j'ai des chums à la campagne. Moi, j'étais beaucoup à la campagne. Je passe beaucoup de temps à la campagne à écrire, mais aussi parce que j'aime beaucoup la
la campagne. Moi, j'ai une place où très ami avec le monde du village. Écoute, j'étais avec eux la fin de semaine passée, fait un souper avec des gars du bout. Puis, non, je restais connecté. Puis, en plus, on n'est pas si riche que ça au Québec. On n'est pas si déconnecté. Des gens très riches dans le milieu des artistes. Très riches. Très riches. Il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est sûr. Il y a un peu riche, là. Classe moyenne, non, mais comme je te dis, je ne veux pas parler de ça. De toute façon, c'est pas intéressant, mais les gens très, très riches. Il y a Céline Dion, peut-être, je ne sais pas qui, là, Guy Laliberté. C'est des exceptions, là, tu sais. Oui, tout à fait. Il y a quelques années, il y a eu une petite controverse. Radio-Canada a décidé de censurer un morceau d'épisode de La Petite Vie. C'est un épisode, bon, je parle pas de l'épisode de La Petite Vie, mais c'est un épisode du milieu de la vie culturelle québécoise assez absurde de mon point de vue, mais tu connais bien l'absurde pour en avoir fait une profession, parce que Norma Brathwaite jouait un personnage... de noir, de tribal. Mais écoute, le plus drôle de tout, c'est que c'est Normand qui m'avait dit dans la vie, tu devrais m'écrire un personnage de noir africain, puis il parlait comme ça en rien. Je dis, c'est une bonne idée. Mais en plus, ça, j'ai déjà eu le même problème. J'avais écrit un sketch dans le Bye-Bye où il y avait un noir qui était un chauffeur de taxi et qui sortait... qui n'était pas chauffeur de taxi, qui sortait avec la fille c'était un peu déjà un ancêtre de Timé. Il sortait avec la fille du père. En tout cas, mettons, on va l'appeler. C'est Timé sans la barbe, là. C'est Timé sans la barbe, genre. Alors, sa fille sortait avec un noir, puis là, quand le noir arrivait, il disait, écoute, t'es venu avec ton chauffeur de taxi, parce que tout le monde beaucoup de chauffeurs de taxi étaient noirs haïtiens à ce moment-là. De la compagnie, je sais pas quoi. Fait que. Ça avait fait un scandale. Puis ce numéro-là, c'est pareil, c'est Timé puis la famille qui sont colons. Puis ça dénonçait le racisme. Mais il y a des gens qui ont pensé qu'on riait des Noirs, alors qu'on riait des gens qui sont racistes. En fait, c'était ça l'affaire. Puis en même temps, c'était complètement loufoque, mais ça n'a pas été enlevé. Ils ont voulu l'enlever, mais finalement, il y a eu beaucoup de plaintes du fan club de La Petite Vie, des gens qui ont protesté et ils ont gardé l'épisode. Ils ont juste mis un avertissement comme quoi ça correspondait à une époque des années 80, tu sais. Mais... Alors qu'il y a quelques années, donc, il y a eu là, par contre, il y a eu une plainte. Quelqu'un s'est plaint de cet épisode-là, de la scène avec Norma Brathwaite. Il y a eu une plainte. Une plainte. Une plainte en 30 ans. C'est pas payé quand même. Mais ta réaction, en tout respect, moi, j'y ai pas cru. Parce que tu as répondu avec une sorte de bonhomie, en disant, écoute, moi, je trouve que les sensibilités sont plus les mêmes, c'est dommage, c'est tout. Mais c'était-tu vraiment ça que tu pensais de ce qui est arrivé? Ben oui. Moi, ça te dérangeait pas? Parce que ça n'avait pas l'air de te déranger. Je trouvais ça ridicule un peu, sincèrement. Je me disais, c'est vraiment... c'est comme vouloir vraiment soulever de la poussière où il n'y en a pas beaucoup, là. Puis d'ailleurs, c'est ça que ça a fait. Ça a fait un... Ben voyons donc, ça a fait un pet mou, comme on dit. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ça a fait un... Qu'est-ce que c'est ça? Parce que c'est évident que tout le monde se fait prendre à un jeu dans cet épisode-là. Tout le monde est... C'est gros. C'est gros. C'est évident que c'est supposément pour un documentaire vidéo. Il joue à quelque chose. Même le Normand Brathwaite joue un rôle, en fait. Mais c'est comme des blackface. On peut plus faire des blackface. C'est un genre de blackface, si on veut. Il faut comprendre. Avec un comédien noir. Avec un comédien noir qui a vraiment de blackface. Mais c'est Normand. Puis Normand lui-même, il voulait jouer, tu sais. Puis c'est pas la faute de Normand, c'est moi qui ai écrit l'épisode, là, puis j'en prends toute la responsabilité. Mais à l'époque, on pouvait penser comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? À l'époque, il y a des mots qu'on pouvait dire qu'on ne peut plus dire maintenant. Le sketch de Christian Dior, tu sais, d'où vous est venu ce goût-là de la fifure? Tu sais, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Regarde, tu ris. Ben, c'est très drôle. Bon, en passant, on se connaît pas, là, mais moi je suis à fond derrière ce genre de joke-là, parce qu'elles s'inscrivent dans un temps. Et moi, ma question, Claude, c'est je trouve pas ça, par contre, un peu triste qu'on on veuille même pas... On peut plus rien dire. Ben, il y a ça, mais il n'y a pas juste ça. C'est que, en réalité, ces scènes-là devraient rester, puis on devrait en parler. On devrait dire, regarde, le monde a changé, c'est la preuve, parce qu'on le fait plus aujourd'hui. La question, c'est pas est-ce qu'on devrait recommencer à faire ça, c'est même pas ça. La question, c'est c'est même pas ça, c'est est-ce qu'on devrait au moins être capable de dire, regarde, ça existait, ça n'existe plus, mais là, on dit non, ça n'existera plus parce qu'on va le cacher. Écoute, ça existe encore derrière les portes closes. Mais
effectivement, on pense moins comme ça, puis on est plus sensibilisé et plus sensible à tout ce que peuvent vivre les LGBT de ce monde. Puis moi-même, j'écrirais plus ça, probablement. Mais c'était dans le cadre, c'est dans le cadre de Ding et Dong. Je veux même pas l'excuser. C'était comme ça. On pouvait écrire ça à l'époque. C'était le même. C'était des mots qui, puis même, je pense que les gays eux-mêmes auraient ri à l'époque au mot fifure. Ils savaient bien que, tu sais, comme il y a un mot, tu sais, je veux pas partir un débat linguistique ou littéraire, mais le jour où je parlais avec du monde, on parlait de ça. Puis je disais à quelqu'un, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est momoun? On peut dire qu'une fille est momoun. On peut dire qu'un gars est momoun. Momoun, c'est, d'après moi, c'est bisexuel, c'est bigenre, c'est bi-tout. Une fille momoun ou un gars momoun, c'est quelqu'un qui a peur de faire quelque chose, qui est un peu pissou. Quelqu'un m'a dit, non, on peut plus dire momoun. Mais tu sais, tout ça est une question d'époque et de, comment dire, donc, c'est sûr qu'on peut, il y a des mots que je dirais même pas, là, parce que je vais me faire accuser. Mais il y a des mots qu'on dit plus. Je dirais plus fifure aujourd'hui. Je dirais plus quelque chose avec le mot fifure, c'est sûr. Est-ce que tu te sens... Parce que ça sonne plus fort qu'à l'époque. Ça a tellement été, avec raison, comment dire, remis à sa place, ce genre de mot-là, que là, on peut plus le dire. Parce que ça, on dit, c'est comme devenir sexiste. On peut plus dire ces mots-là. Mais il y a eu un chantage, Claude. Il y a eu une pression de la part de certaines communautés. C'était de l'intimidation presque. Parce que je m'excuse, mais le mot momoun ne devrait pas blesser personne. Momoun, non, mais fifeur, oui. Si on va dans des. Je pense que chaque mot est un cas d'espèce. Ouais. Mais on veut plus choquer. Regarde, c'est aussi simple que ça. Ça donne rien d'écœurer le monde. Là, puis ça serait plus drôle. Ça donne rien d'écœurer le monde? D'un point de vue d'artiste, créateur? Ça dépend de quoi, quelle sorte de monde. Là, mais... Ouais. On peut écœurer les écœurants, mais on n'écœure pas le monde ordinaire qui sont bien cool. Oui, non, je comprends, mais... Puis moi, j'aurais pas le goût de m'acharner, puis je voudrais pas blesser personne. Ça n'a jamais été mon but de blesser personne. Blesser. Ben non. Et puis Ding et Dong, c'était juste... Tu sais, aujourd'hui, quand j'ai dit que le pape aimait ça embrasser l'asphalte, je disais ça parce que le pape était toujours en train d'embrasser partout où il allait à terre. C'était comme drôle. Tu sais, chaque fois qu'il débarquait dans un avion, il fallait qu'il se pitche à terre. Bon, aujourd'hui, peut-être, on pourrait le dire encore, ça, je pense. Qu'il y aurait pas... Mais il faudrait que le pape, lui, je ne l'ai pas vu frencher l'asphalte. Je disais qu'il frenchait l'asphalte, mais lui, je ne l'ai pas vu faire ça. Le dernier. Je ne me souviens pas de son prénom, d'ailleurs. C'est, celui qui est mort? Non, celui qui est vivant. C'est Léon. Léon, c'est ça. Léon. Ouais, j'aime bien ce nom. C'est un très beau nom. Ouais. Léon 13. C'est un bon nom de gens qui embrassent l'asphalte. Oui. Parlons de la critique. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes qui disent moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'étais très susceptible à la critique. Pas n'importe laquelle, par contre. Moi, j'ai une drôle de. Sincèrement, si je regarde le rapport après toutes ces années d'écriture, puis de carrière, puis de show, j'ai quand même, somme toute, en bout de ligne, quand même, mes affaires sont appréciées. Tu sais, si on fait l'ensemble de tout, là, souvent, j'ai été critiqué quand mes choses sont sorties et j'ai été, disons le mot, adulé, la même pièce ou œuvre, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, la même série a été aimée plus tard. Ça a été, moi, toujours rétroactif. Les voisins, appelez-moi Stéphane, même comme le vin, en fait. C'est bizarre. Au début, ça se faisait plutôt rentrer dedans. Puis 10 ans après, ils disaient « Ah oui, c'est fabuleux. » Pas fabuleux, mais c'est très bon. Puis c'est joué et rejoué et rejoué. Puis tu sais, La Petite Vie, au début, il n'y a pas eu des super critiques. Il n'y a même pas eu de critiques. Le monde était très long à se prononcer sur La Petite Vie, vraiment. Puis c'est devenu la série qu'on connaît. Puis j'ai eu des choses que j'ai ratées. Puis j'ai eu des fois des critiques. J'ai eu des projets qui ont été vraiment mal reçus par la critique, mais pas si mal reçus par le monde. Mais j'ai fait des choses ratées aussi, dont je ne suis pas fier. Puis il y a des séries, pas dont je ne suis pas fier, que j'ai pas vraiment réussi. Puis ça, je l'ai regretté pour les comédiens qui ont joué dedans. J'étais drôle parce que j'y pensais. L'autre jour, je me disais, ce qui est plate, c'est que les comédiens, c'est eux autres qui ont vécu ça aussi dur que moi, sinon plus. Certaines choses, mais pas tant. J'ai une bonne moyenne au bâton, je pense, en général. Tu as une très bonne moyenne au bâton. Ouais, mais je le confirme. J'ai critique... commencé par dire tantôt, puis je pense que si un jour il faut retenir quelque chose, il faudra quand même dire qu'il y en a qui ont écrit le plus grand film, mais toi, tu as écrit la plus grande pièce puis la plus grande série.
au niveau du succès populaire. Tu sais, il y a des chiffres qui le documentent. C'est quand même 2 exploits dans 2 disciplines qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Même Oui, si mais je suis très fier de ça, sincèrement. Puis tu sais, je l'ai fait avec d'autres, il faut être honnête. Oui. Mais ton nom est quelque J'ai part une dans espèce ces de projets-là. talent à bien m'entourer. Moi, en tout cas, j'ai toujours exigé d'être bien entouré parce que c'est très dur de jouer mes textes. C'est très, très dur de jouer les voisins. La petite vie, c'est des acteurs fabuleux. Mais tout ça, c'est comme un bon band. Tu sais, quelqu'un qui écrit des bonnes tunes, il faut qu'il aille chercher les bons musiciens. Tu sais, moi, je vis avec un band. Là. J'ai un band actuellement, La Famille de Nuit. C'est un band hors norme. C'est un gang comme La Petite Vie. C'est des musiciens qui n'ont pas de bon sens. Là, tu sais. Puis c'est pas de la fausse modestie, c'est juste vrai. Là. Tu peux pas travailler avec du monde qui sont pas bons. Là. Non, parce le que... talent va pas se faire remarquer. Non, ça marche tout ensemble. Tu sais. C'est comme un orchestre symphonique. Si le monde ne sait pas jouer, t'as beau créer la meilleure œuvre, si t'as pas des virtuoses pour la jouer, elle va être moins bonne. Mais revenons aux critiques. Pour toi, c'est... Parce que tu as déjà écrit à des critiques, là. Tu t'es déjà adressé publiquement à des critiques. Oui, j'ai répondu des fois. Je suis très susceptible avec la critique, puis les critiques le savent. Fait que... Mais qu'est-ce que ça te fait quand tu lis? Tu te lèves le matin, là, ça marche plus de même, la vie, là, mais mettons, on prend la scène, tu ouvres ton journal, puis tu te fais ramasser. Mais ça dépend des critiques. Il y a des critiques que finalement, tu les lis, puis tu dis, ouais, il avait raison. Ouais, c'est pas mal juste ça. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu sais, des fois, il y avait des épisodes de La Petite Vie où le monde disait, il a parlé de tout ça, je suis moins hot comme sujet. Ah ouais, peut-être. C'est vrai. Tu dis oui le lendemain, le jour même, tu dis, bah, je suis pas sûr, mais le lendemain, tu dis oui, c'est correct. Mais des fois, il y a des critiques très personnelles. Il y a déjà quelqu'un qui a écrit pourquoi Louis Saya écrit-il avec Claude Meunier. C'est une erreur. Tu sais, quand tu lis ça, ça fait mal. Puis des fois, quelqu'un avait écrit Claude Meunier parle de tel auteur, il ne doit même pas connaître c'est qui. Bon, ça, c'est une attaque personnelle. Mais je n'ai pas eu le temps. Puis en général, j'avais de la misère avec la critique parce que, bon, Jeannette Bertrand dit ça, mais je pense qu'il y a bien du monde qui disent ça. Les auteurs, surtout au Québec, on a souvent pris des chemins raccourcis ou des chemins pas comme dans d'autres pays. C'est qu'on apprend sur le tas. Fait qu'on a souvent le syndrome de l'imposteur. Fait que quand quelqu'un nous ramène à la base et nous dit c'est pas écrit ou il écrit mal, on se dit il a raison. Il doit avoir raison. Fait que c'est ça le syndrome de l'imposteur. Puis je connais beaucoup d'auteurs qui peut-être moins qu'avant. Aujourd'hui, les auteurs vont dans des écoles. Ils ont suivi des cours, tout ça, en écriture. Ce que moi, je n'ai pas suivi, jamais. Mais j'ai voulu apprendre. Écoute, j'ai rencontré des auteurs. Je suis allé voir des auteurs américains. C'est pas vrai. J'ai appris avec des auteurs. J'ai rencontré des auteurs. Je suis allé voir des séminaires. J'ai lu. J'ai analysé des séries, tout ça. J'ai appris. Mais j'avais ce syndrome-là. Fait que c'est ça qui faisait mal, un peu. Tu parlais de ton entourage, de l'importance de bien s'entourer. Quand on regarde l'ensemble de ton œuvre, il y a des points communs. Il y a des noms qui reviennent. Ouais. Marc Messier revient, Serge Thériault revient, Michel Côté revient, Serge Thériault. Louis Saya. Louis Saya. Très important. Comment il va, Serge? Serge, il va relativement bien. Il est relativement. J'aime pas parler de ça. Je comprends. J'aime pas parler de Serge. Serge, je pourrais en parler. D'ailleurs, il y a un documentaire qui se fait sur Serge où j'ai été parlé il n'y a pas longtemps. Serge est vraiment définitivement retiré, à la retraite. Il est chez lui. Il n'a pas une santé parfaite. Comment dire? Mais ça, je n'aime pas parler de sa santé si ça le regarde. Fait que il va, somme toute, plus ou moins bien physiquement, mais il va bien, je pense. Mais on se parle pas tant, parce que c'est quelqu'un de... on se parle épisodiquement, mais on a des nouvelles tout le temps. On a quelqu'un qui nous donne de ses nouvelles. Puis il est correct. Tu penses-tu des fois à Michel Côté? Ah ben oui. Chaque fois que je vois Marc Messier, j'ai parlé de Michel hier avec Marc, justement. On s'est parlé au téléphone. Oui, Michel Côté, par exemple, c'était pas quelqu'un... comment dire? C'était un gars que j'aimais beaucoup. C'était un gars très attachant, Michel. Très sensible, très drôle. Un gars vraiment drôle. Un acteur hors norme. C'était un compagnon de travail. C'était un ami de travail. C'était un bon chum. Mais moi, je n'étais pas un proche de Michel. Moi, je suis très proche de Marc. Marc, c'est beaucoup plus proche avec Marc. Michel, pour dire la vérité, je le voyais avec la gang de La Petite Vie. Je le voyais des fois au hockey bottine. Michel, il aimait ça, jouer au hockey bottine. On avait comme une mini-ligue de hockey. Pas une mini-ligue, mais on faisait des petites parties de hockey bottine. Vous jouiez où? On jouait dans des parcs, dans des ruelles. OK. Ah ouais. Puis on aimait bien ça, jouer au hockey bottine.
Puis Michel, il y avait un parc derrière chez lui, puis il nettoyait pas une patinoire, mais un espace. Puis on jouait au hockey bottine. On a joué dans le Nord chez nous. Mais Michel, c'est ça. C'est un gars que j'ai beaucoup ri avec ce gars-là. Il me faisait rire. Mais c'est surtout un grand ami de Marc et de Marcel, je pense. Moi, j'ai joué au hockey sur glace avec Michel Côté. Ah ouais? Il y avait une patinoire dans la montagne à Outremont. Ben oui, c'est là. OK. Ah non, c'est là qu'on jouait. C'est le terrain de tennis qui est transformé en patinoire. Bon, ben. C'est là, excuse-moi. Il jouait avec un bâton Sherwood en bois, là, puis moi, j'étais avec mon petit bâton en composite. Avec des patins? Avec des patins. Ah, nous autres, on jouait en bottes. OK. Ben, des fois, il y avait une patinoire. Oui, des fois, c'était en patinoire. T'as raison. Des fois, il jouait patinoire. Des fois, il jouait en Il jouait cochon, là. Moi, il me donnait des coups dans les Michel est très, très compétitif. Et je peux te dire que j'étais un peu comme lui. Mais on était les deux compétitifs. J'avais 8 ans, j'avais 8-9 ans. Il y avait tac dans le Ah, tu vois ça avec son fils? Non, même pas. Moi, j'allais au parc. Ah oui? Je connaissais du monde qui habitait dans la montagne comme ça. Puis là, lui, il se pointait. Oui. Ben, puis... j'ai joué là. C'est là qu'on jouait. Okay. Mais moi, j'ai joué. On a peut-être joué l'un contre l'autre. Ouais, mais j'ai pas joué tant que ça, là. J'ai plus joué dans le Nord, chez nous. On faisait des parties dans le Nord. On avait comme une ligue. Écoute, on s'est même pris contre une vraie équipe de hockey bottine. Je savais pas que ça existait. On s'est fait planter 37-1, je pense. 37 Non, j'exagère. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des vraies équipes de hockey bottine. Les gars jouent avec des souliers de ballon-ballet. Ben ouais, bien sûr. Puis ils jouent comme le long des bandes, là. Ils se font des passes de fous. Ils ont des regulars. Ah ouais, ah ouais. C'est très fun. Tu fais de la musique ces temps-ci? Oui. J'ai entendu dire qu'il y a une gang de gars qui font le party. Le party, c'est important. Ça a joué un rôle important dans ta vie? Oui, j'ai eu beaucoup j'ai eu des moments festifs énormément dans ma vie. C'est important. Trouves-tu, parce qu'on en parlait avant d'entrer en ondes, puis j'aimerais ça ramener cette discussion-là avant qu'on termine, mais trouves-tu que le party, c'est un truc qui passe bien aujourd'hui dans Ben, j'entends dire ça que les jeunes sont moins party qu'avant. Je ne sais pas vraiment, je me tiens pas vraiment avec des très jeunes. Nous, en tout cas, c'était comme la finalité de nos projets. Pas la finalité, je dirais pas ça. C'était la récompense de nos projets. Combien de fois on a eu des soupers après des shows? On a toujours fêté après, peut-être pas tous les soirs à fêter jusqu'à 4 heures du matin, mais on a eu beaucoup de moments festifs dans notre vie. Puis moi, un des moments préférés, comme après les tournages de La Petite Vie, on allait toujours au restaurant. Ça faisait partie de la mentalité des acteurs, ça, des comédiens, de fêter après une représentation. Ça veut pas dire, tu sais, c'était d'aller manger, prendre un verre de vin, 2 verres de vin. Quand on finissait un soir de première, ben on fêtait très fort. Puis nos amis, nous autres, ma génération, ça fêtait pas mal fort. Aujourd'hui, je sais pas, j'entends dire que ça fête moins fort. Mais je suis pas là pour aller valider. Non, mais moi, je peux te le valider, Claude. Les jeunes se sentent coupables le lendemain. Ils sont dans l'anxiété, dans l'angoisse. Mais pourquoi? Parce que... Écoute, c'est le travail qui demande ça? C'est parce qu'ils travaillent plus fort que nous autres? Oh, je pense pas. Je pense pas que ça soit ça. Là. Je pense pas que ça soit ça. Je pense que il y a eu un discours très dominant sur les effets secondaires de l'alcool, le tabagisme. C'est pas bon pour les organes, c'est pas bon pour cardiovasculaire. Puis, moi, je pensais que les jeunes étaient un peu ambivalents. C'est-à-dire, je pensais que les jeunes s'entraînaient plus que nous, parce que je vois plein de monde qui jogue. Oui, je trouve pas d'en écraser un. Je vois plein de monde en vélo, je vois de monde qui font beaucoup de sport, qui font d'un gymnase. Je trouve ça beaucoup plus... Moi, je joue au tennis encore beaucoup, mais puis je vois le monde d'un gymnase quand je vais jouer au tennis à mon club, puis je me dis, il y a bien du monde qui s'entraîne, des jeunes. Mais moi, je pensais que tout le monde s'entraînait bien fort, mais qu'il fêtait bien fort aussi. Non. Ben non. Mais écoute, il devrait peut-être commencer à fêter, ils vont être over-entraînés. Non, mais il y avait un truc dans le Guardian cet été, le journal britannique, sur les jeunes qui ne vont plus au bar le vendredi, mais qui vont au gym. Puis c'est pour ça que des fois, tu sais, moi, je suis en voiture, il est 11h vendredi, je passe, mettons, je suis sur la rue Sherbrooke à côté du stade, puis là, il y a le gym Econo-Fitness, c'est rempli de vingtenaires en train de courir sur un tapis roulant à 11h30 un vendredi. Oui, ça, j'avoue que nous autres, on n'était pas là. Mais il n'y a pas... On était au bar en face. Non, mais on n'était pas mieux, mais on faisait beaucoup de sport, nous autres. On était... il y en avait qui joggaient, tout ça. Moi, j'ai jamais aimé jogger, là, mais moi, je faisais beaucoup de tennis, puis je faisais beaucoup... Tu sais, je bougeais, là. J'étais sportif, moyen sportif. Mais j'en faisais du sport. Puis, mais je sais pas quoi dire pour les jeunes. C'est dommage, les jeunes. Faites-vous du fun pendant que vous êtes jeunes. C'est important d'avoir du fun dans la vie. Merci beaucoup, Claude Meunier. C'est bien important. Ça m'a fait plaisir. Je vais continuer tout ça d'un petit bout. Parfait. Ben, moi, je vais juste lire une dernière citation, puis après, je vais sortir, puis comme ça, tu vas pouvoir rester devant la caméra. Mais moi...
j'ai tout compris, je pense, de ton œuvre quand j'ai lu ça. La vie, c'est un paquet de choix. Et un des choix, c'est de ne pas choisir. Ça, c'est merveilleux, ça. Ça, c'est très petit. On comprend la famille, le voisinage, on comprend des petites décisions. Des fois, les gens, ils ne choisissent pas. C'est ça leur choix. En fait, pour conclure ta conclusion, moi, je dis toujours, la vie, c'est comme, j'ai dit ça une couple de fois, là, la vie, c'est comme une casse au pool. T'as beau vouloir, ta boule, elle va frapper d'autres boules, puis il faut accepter ça. La vie, c'est une casse, on revole partout, mais il faut juste, on a beau essayer de ne pas revoler là. On a un certain libre choix, mais on est parti d'une boule en arrière qui nous a poussés, puis on Ouais. s'en... Puis la paix, on la trouve, on l'accepte quand on accepte qu'on ne contrôlera pas de chacune des percussions. Moi, malheureusement, j'étais un peu contrôlé. J'essaie de contrôler, mais il ne faut pas trop contrôler. Ouais. Bon, ben moi, c'est moi qui contrôle. Il faut laisser aller les choix qu'on a devant nous, je pense. Merci, Claude Meunier. Plaisir, bien agréable. Merci à vous d'avoir été là. Si vous aimez ce qu'on fait, c'est très simple. Vous pouvez aimer la vidéo, la partager, commenter. Ça nous aide à vous découvrir, à savoir qu'il y a des gens qui nous écoutent et nous regardent, mais on vous sait de plus en plus nombreux. Si vous voulez nous soutenir financièrement, nous aider à continuer à vous offrir comme ça du contenu, il y a 2 façons de le faire. Patreon, le lien est dans la description. Sinon, vous pouvez devenir membre exclusif via YouTube. Vous descendez, vous allez voir se joindre, rejoindre. Sinon, à mardi prochain.